Excusez-moi, mais le micro, c'est bon, c'est réveillé. Putain, l'angoisse, je déteste, ça marche. Comment ça, Salam cède. Bah écoute, ça va bien. Ça va mieux que dimanche. Dimanche, c'était pas bien du tout. Bon, c'est passé, donc tant mieux. Hop, on va se mettre bien. Voilà. Alors, j'ai trouvé ma page. Ok, elle est pas mal. Voilà, on est bien. Du coup, je continue du chapitre. Et le titre de l'autre chapitre, c'est la dernière cachette. Ça promet de l'action là aujourd'hui. Demain, petite journée avec 100% de preuve absent. Oh, déplacé donc j'ai pas cours. Oh, incroyable, trop bien. T'as pas cours du toute la journée ou de la matinée. Trop bien les journées comme ça en plus. Ça va pouvoir faire la petite trace malade. Alors tout ce que t'as à faire, c'est bien. J'avais une question aussi. Est-ce que vous aimez bien... Merde, je vais reformuler ma phrase. En gros, les petits, les streams avatars avec vos petits personnages. J'ai fait du coup le fait qu'il escalade le tour de la cam. Mais du coup, si je le mets par exemple sur l'écran de débat, il n'y a pas la cam. Mais par contre, il escalade quand même. Du coup, ça vous préférez comment? C'est pas grave, genre perso. Du coup, ne pas perso les voir uniquement quand il y a la cam. Voilà. Ouais, j'aime bien aussi, je suis content d'avoir fait un petit truc là, c'était bien sympa. Mais du coup, est-ce que vous aimeriez bien voir mon perso tout le temps de Taz? Vraiment là, je l'ai sorti 2 fois. Il est en train de réessayer d'ouvrir la porte qu'il est rentré. Genre, j'ai lancé, j'ai ouvert entre les deux. Donc il y a littéralement 5 minutes. JPP. Bref, il va attendre un peu. Parce que là, je peux pas lui ouvrir toutes les 5 minutes, c'est pas possible. Mais ouais, j'aime bien ce que j'ai fait là. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais oui, t'es sorti il y a 5 minutes. Mais oui, tu t'en souviens? C'était il y a 5 minutes. Maintenant il faut faire dodo. Bah oui, c'est l'heure. Il faut faire dodo. D'accord, on va faire dodo. Attendez, j'ai oublié de me mettre en occupé en plus. Hop, hop, hop. Qui me parle du coup? Ça va, c'est dans le général. Alors, en soi, les deux sont bien. Avec c'est cool, mais en pause, on attend, c'est sympa d'avoir purée. C'est pour ça que je voulais votre avis. Bah écoute, on va laisser comme ça pour l'instant, c'est très bien. Allez, on est parti pour le chapitre 26, Gringotts. J'ai aussi essayé un nouveau truc de micro, parce que j'ai regardé avant sur la VOD, Anna m'a dit que en gros le son passait de gauche à droite par moment. Voilà, je teste, on va voir si le test porte ses fruits ou pas. Vous me direz. Et sinon avec les points de chaîne, vous pouvez totalement changer l'ambiance. Vous avez 5 choix, vous avez la nuit en forêt, la matinée de printemps, c'est ce qu'il y a actuellement. Les vagues, carrément sous l'eau, ou le classique qu'on avait, la bibliothèque orageuse. Et merci pour le nouveau follow, Waka. Merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne pour ça. Du coup, t'as mis, ok, la bibliothèque sous l'orage. Merci, Salam 7 du coup. Allez, on est parti. Gringotts. Leur plan était prêt. Achevé dans la plus petite
sera donc d'autant plus convaincante. Hermione prit la baguette en ayant l'air de craindre qu'elle la pique ou la morde. J'ai horreur de cette chose, dit-elle à voix basse. Je la déteste vraiment. Elle ne me va pas du tout. Elle ne marche pas bien avec moi. C'est comme un morceau d'elle. Harry ne put s'empêcher de repenser à la façon dont Hermione avait minimisé sa propre répugnance à l'égard de la baguette de Brunelier, affirmant qu'il s'agissait des choses, qu'il s'imaginait des choses, lorsqu'elle ne fonctionnait pas aussi bien que la sienne, leur recommandant simplement de s'entraîner. Il préféra cependant ne pas lui retourner ses conseils. À la veille de leur tentative d'effraction de Gringotts, ce n'était pas le moment de la contrarier. Elle t'aidera sans doute mieux à entrer dans la peau du personnage, dit Ron. Pense à ce que cette baguette a fait. Mais justement, s'écria Hermione, c'est la baguette qui a torturé les parents de Neville, et Dieu sait combien d'autres personnes, celle qui a tué Sirius. Harry n'y avait pas pensé. Il regarda la baguette et éprouva soudain une envie violente de la casser, de la couper en deux, avec l'épée de Gryffondor posée contre le mur à côté de lui. Ma baguette me manque, dit Hermione, d'un ton malheureux. J'aurais aimé que Monsieur Ollivanders puisse m'en faire une autre, moi aussi. Monsieur Ollivander avait envoyé ce matin-là une nouvelle baguette à Luna, et à ce moment même, elle était sortie de la pelouse à l'arrière de la maison pour en tester les capacités sous le soleil de cette fin d'après-midi. Dean, qui s'était fait voler la sienne par les rafleurs, la regarda d'un air plutôt mélancolique. Harry jeta un coup d'œil à la baguette d'aubépine qui avait appartenu à Draco Malfoy. Il avait été surpris mais content de s'apercevoir qu'elle lui obéissait aussi bien que celle d'Hermione. Se rappelant ce que Ollivander lui avait dit sur le fonctionnement secret des baguettes, Harry crut deviner le problème d'Hermione. Elle n'avait pas pris elle-même la baguette noyée à Bellatrix et n'avait donc pas obtenu sa soumission. La porte de la chambre s'ouvrit et Grimsec entra. Harry saisit instinctivement la poignée de l'épée pour la rapprocher de lui, mais il regretta aussitôt son geste. Il vit que le gobelin l'avait remarqué. Pour essayer de faire oublier ce moment un peu gênant, il dit « Nous avons mis au point les détails de dernière minute, Grimsec. Nous avons prévenu Bill et Fleur que nous partirons demain, et nous leur avons demandé de ne pas se lever, pour nous dire au revoir. » Ils avaient été fermes sur ce point, car Hermione devait se transformer en Bellatrix avant leur départ, et moins Bill et Fleur savaient ou soupçonnaient des choses sur leur sujet. Je suis désolée, je vais devoir aller ouvrir mon chien, parce que c'est pas possible. Mieux, cela valait. Ils avaient également précisé qu'ils ne reviendraient pas. Comme ils avaient perdu la tante de Perkins la nuit de leur capture par les rafleurs, Bill leur en avait prêté une autre. Elle était à présent rangée dans le sac aux perles qu'Hermione avait réussi à soustraire aux rafleurs. Harry en fut très impressionné lorsqu'elle lui raconta, en le cachant tout simplement dans sa chaussette. Oui, c'est vrai que son sac, c'est un peu... Ok, attendez, on arrive. Petit un truc, je reviens, je vais l'ouvrir. Voilà, désolé. Il était en train de sauter sur la porte là, il allait réveiller toute la maison. Harry regrettait Bill, Fleur, Luna et Dean, sans parler du confort domestique dont ils avaient bénéficié au cours de ces dernières semaines. Pourtant, il avait hâte d'échapper à l'atmosphère confinée de la chaumière au coquillage. Il était fatigué d'avoir à s'assurer sans cesse qu'il n'était pas entendu, fatigué d'être enfermé dans la chambre sombre minuscule. Et surtout, il avait envie d'être débarrassé de Grimsec. Mais savoir précisément comment et quand il pourrait se séparer du gobelin sans lui donner l'épée de Gryffondor demeurait une question à laquelle Harry était bien incapable de répondre.
leçon à ma mère, grognait Ron en voyant ses longs doigts du gobelin apparaître sans cesse derrière les portes. Ayant en tête les avertissements de Bill, Harry soupçonnait Gripsec d'être à l'affût d'une possible trahison. Hermione désapprouvait avec tant de vigueur la ruse qu'il avait projetée que Harry avait dû renoncer à lui demander des idées pour la mettre en œuvre. Ron, quant à lui, lors des rares moments où Gripsec les laissait libres, se contentait de répondre: On n'aura qu'à improviser, mon vieux. Non mais Ron, Bref, Harry mal cette nuit-là. Étendu les yeux ouverts en attendant l'aube, il repensa à la nuit qui avait précédé leur expédition au ministère de la magie, et se souvient qu'il se sentait alors résolu, presque enthousiaste. À présent, il avait des accès d'angoisse, des doutes le harcelaient. Il ne pouvait se débarrasser de la peur que tout se passe mal. Il ne cessait de répéter que leur plan était bon, que Gripsec savait ce qu'ils devaient affronter, qu'ils étaient bien préparés à toutes les difficultés qui les attendaient. Pourtant, il se sentait mal à l'aise. Une ou deux fois, il entendit Ron remuer. Harry était sûr que lui aussi était réveillé, mais il partageait le living room avec Dean. Il préféra donc ne pas essayer de lui parler. À 6 heures du matin, ce fut un soulagement de pouvoir se glisser hors des sacs de couchage, s'habiller dans une semi-obscurité, puis sortir silencieusement dans le jardin où Hermione et Gripsec devraient les retrouver. L'aube était fraîche, mais il n'y avait pas beaucoup de vent, maintenant que le mois de mai était arrivé. Harry leva les yeux vers les étoiles qui continuaient de scintiller faiblement dans le ciel, et écouta le flux et le reflux de la mer contre la falaise. Ce bruit lui manquerait. Attendez, je reviens, je vous mets le toutou. Ok, heureux, c'est bon, tout le monde est rentré, la porte est fermée, on y croit. De petites pousses vertes avaient percé la terre rouge qui marquait la tombe de Dobby. Dans un an, le terre-terre serait couvert de fleurs. La pierre blanche sur laquelle était gravé le nom de l'elfe avait déjà l'air patiné. Harry songea qu'il aurait été difficile de trouver plus bel endroit pour que Dobby repose en paix. Mais il éprouvait une tristesse douloureuse à l'idée de le laisser derrière lui. En regardant la tombe, il se demanda une fois de plus comment l'elfe avait pu savoir où il devait aller pour leur porter secours. Ses doigts remontèrent machinalement jusqu'à la petite bourse accrochée à son cou, et il sentit au travers les morceaux de miroir brisés dans lequel il était sûr d'avoir vu l'œil de Dumbledore. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait le fit alors se retourner. Bellatrix se dirigea vers eux en traversant la pelouse à grands pas, accompagnée de Gripsec. Tout en marchant, elle rangea le petit sac en perles dans une poche intérieure de l'une des vieilles robes qu'elle avait emportées du square Grimmauld. Bien que Harry sût parfaitement que c'était en réalité Hermione, il ne put réprimer un frisson de dégoût qui était plus grand que lui. Elle était plus grande que lui. Ses longs cheveux noirs tombant en cascade dans son dos, ses yeux aux lourdes paupières le regardant avec une expression dédaigneuse.
Pika pour le riz, merci. Installe-toi bien. Elle avait un goût répugnant, pire que la rave courte. Ron, viens là que je m'occupe de toi. D'accord, mais souviens-toi, je ne veux pas une barbe trop longue. Pour l'amour du ciel, on ne te demande pas d'avoir l'air séduisant. Ce n'est pas ça, simplement, on se prend toujours dedans. Mais j'aimerais bien un nez un peu plus court. Essaye de faire comme la dernière fois. Hermione soupira et se mit au travail, marmonnant des formules tandis qu'elle transformait divers aspects de l'apparence de Ron. Il devait prendre une identité inventée de toutes pièces, et il comptait sur l'aura malfaisante de Bellatrix pour le protéger. Harry et Grimsec, eux, se cacheraient sous la cape d'invisibilité. Et voilà, dit Hermione, qu'est-ce que tu en penses, Harry? Il lui était possible de deviner Ron sous son déguisement, mais seulement, pensa-t-il, parce qu'il le connaissait si bien. Ses cheveux étaient à présent longs et ondulés. Il avait une épaisse barbe brune assortie d'une moustache. Ses taches de rousseur avaient disparu. Son nez était court et large, ses sourcils broussailleux. « Ce n'est pas vraiment mon genre, mais ça ira, répondit Harry. Bon, on y va. » Tous trois jetèrent un regard à la chaumière aux coquillages, sombre et silencieuse sous les étoiles balissantes, puis se dirigèrent vers le mur qui marquait la limite du jardin et au-delà duquel ils pourraient transplaner. Le sortilège de Fidelitas cessant d'être actif. Lorsqu'ils eurent franchi le portail, Grimsec parla. « Je pense que je devrais monter maintenant, Harry Potter. » Harry se baissa et il grimpa sur son dos, ses mains jointes sous sa gorge. Il n'était pas lourd, mais Harry n'aimait pas le contact du gobelin, ni la force surprenante avec laquelle il s'accrochait à lui. Hermione sortit la cape d'invisibilité du sac en perles et la déploya sur eux. « Parfait, » dit-elle en se penchant jusqu'au sol pour vérifier que les pieds de Harry ne dépassaient pas. « On ne voit rien du tout. Allons-y. » Harry pivota sur place, Grimsec sur ses épaules et se concentra de toutes ses forces sur le chaudron baveur, l'auberge qui marquait l'entrée du chemin de traverse. Le gobelin s'agrippa à lui encore plus étroitement lorsqu'ils s'enfoncèrent dans l'obscurité oppressante. Quelques secondes plus tard, les pieds de Harry atterrirent sur un trottoir et il ouvrit les yeux sur Charing Cross Road. Des moldus passaient d'un air affairé, avec des airs de chiens battus, des petits matins, sans se douter de l'existence de la minuscule auberge. Le bar du chaudron baveur était presque désert. Tom, le patron édenté aux épaules voûtées, essuyait des verres derrière le comptoir. Deux sorciers, qui parlaient à voix basse dans le coin opposé, jetèrent un coup d'œil à Hermione et reculèrent dans l'ombre. « Madame Lestrange, » murmura Tom. Au passage d'Hermione, il inclina la tête avec servilité. « Bonjour, dit Hermione, quand Harry se glissa silencieusement devant le bar, portant toujours Grimsec sous sa cape, il vit une expression de surprise sur le visage de Tom. « Trop poli, » murmura Harry à l'oreille d'Hermione, lorsqu'elles sortirent dans la petite cour de l'auberge. « Il faut traiter les gens comme des détritus. D'accord, d'accord. » Hermione prit la baguette de Bellatrix et tapota d'une brique dans le mur d'apparence banale devant lequel il s'était arrêté. Aussitôt, les briques se mirent à tournoyer et à pivoter, laissant apparaître une ouverture qui s'agrandit pour former une arcade donnant sur l'étroite rue pavée qu'on appelait le chemin de traverse. L'endroit était calme, l'heure n'était pas tout à fait venue d'ouvrir les magasins, et on ne voyait guère de passants. La rue tortueuse, au sol recouvert de petits pavés, avait beaucoup changé. Ce n'était plus l'artère animée qu'avait connue Harry avant de commencer sa première année à Poudlard, de nombreuses années auparavant. De plus en plus de magasins étaient condamnés par des planches, bien que de nouveaux établissements consacrés à la magie noire étaient installés depuis sa dernière visite. Son propre visage le regardait d'un œil noir sur des affiches placardées à la devanture de nombreuses boutiques.
pathétique, toujours accompagné de la légende indésirable numéro 1. Des gens en haillons étaient assis, serrés les uns contre les autres devant les portes de maison. Ils les entendaient demander d'un ton gémissant un peu d'or aux rares passants, insistant sur le fait qu'ils étaient de véritables sorciers. Un homme portait sur l'œil un bandage ensanglanté. Lorsqu'ils avancèrent le long de la rue, les mendiants aperçurent Hermione et semblèrent disparaître devant elle, tirant leurs capuchons sur leur visage, fuyant aussi vite qu'ils le pouvaient. Hermione les regardait avec curiosité, jusqu'à ce que l'homme au bandage ensanglanté vienne à pas chancelant lui barrer le chemin. « Mes enfants, mugit-il, en pointant le doigt sur elle. Il avait un accent de détresse dans sa voix éraillée. « Au berger, où sont mes enfants? Qu'a-t-il fait d'eux? Vous le savez, vous le savez. » Je balbutinait Hermione. L'homme se jeta sur elle, essayant de la prendre à la gorge. Un éclair rouge jaillit aussitôt, accompagné d'un bang, et il fut projeté à terre inconscient. Ron resta figé, sa baguette toujours tendue devant lui, une expression d'horreur perceptible derrière sa barbe. Des visages apparurent aux fenêtres, de chaque côté de la rue, tandis qu'un petit groupe de passants à l'allure prospère resserraient les portes de leurs robes et s'éloignaient en trottinant, pressés de quitter les lieux. Leur entrée sur le chemin de traverse pouvait difficilement être plus voyante. Harry se demanda s'il ne vaudrait pas mieux repartir tout de suite pour essayer de réfléchir à un nouveau plan. Mais avant qu'ils aient pu bouger ou se consulter, ils entendirent un cri derrière eux. « Tiens, Madame Lestrange !» Harry fit volte-face, et Gripsec resserra son étreinte autour de son cou. Un grand sorcier mince, avec une couronne de cheveux gris en broussailles et un long nez pointu, s'avança vers eux, à grands pas. C'est Traverse, siffla le gobelin à l'oreille de Harry, mais celui-ci, en cet instant tout au moins, aurait été incapable de dire qui était Traverse. Hermione se redressa de toute sa hauteur, puis lança, avec autant de mépris qu'elle le pouvait. « Que voulez-vous » Traverse s'immobilisa manifestement offensé. « C'est un mange-mort » souffla Grimsec. Harry fit un pas de côté pour répéter l'information à l'oreille d'Hermione. « Je voulais simplement vous saluer, dit froidement Traverse. Mais si ma présence n'est pas la bienvenue... » Harry reconnaissait sa voix à présent. Traverse était l'un des mange-morts qui avait été appelé chez Xenophilius. Si, Traverse, répondit précipitamment Hermione, essayant de rattraper son erreur. Comment allez-vous? Eh bien, je dois avouer que je suis surpris de vous voir dehors, Bellatrix. Vraiment? Et pourquoi? Demanda Hermione. Eh bien, parce que... Traverse tout sauta. J'ai entendu dire que les résidents du manoir des Malfoy n'avaient plus le droit de sortir depuis l'évasion. Harry forma des vœux pour qu'Hermione garde son sang-froid. Si c'était vrai et que Bellatrix ne soit pas censée apparaître en public. Le Seigneur des Ténèbres pardonne à ceux qui l'ont fidèlement servi dans le passé, répliqua Hermione, d'une magnifique imitation d'un ton de plus hautain de Bellatrix. Vous n'avez peut-être pas auprès de lui autant de crédit que moi, Traverse. Bien que le mange-mort eût l'air insulté, il sembla également moins soupçonneux. Il jeta un regard à l'homme que Ron venait de stupéfier. « Que lui avez-vous fait ?»« Peu importe, il ne recommencera pas, » assura Hermione d'une voix glaciale. « Certains de ces sans-baguettes sont parfois très pénibles, commanda Traverse. Tant qu'ils se contentent de mendier, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais figurez-vous, la semaine dernière, il y en a une qui m'a demandé de plaider sa cause auprès du ministère. « Je suis une sorcière, dit-il en imitant une petite voix couinante. « Laissez-moi une chance de le prouver. » Comme si j'allais lui prêter ma baguette. Mais au fait, ajouta Traverse avec curiosité, de quelle baguette vous servez-vous en ce moment, Bellatrix? J'ai entendu raconter que la vôtre. Je l'ai toujours avec moi, coupa Hermione d'un ton glacé, en levant la baguette de Bellatrix.
Quelles sont ces rumeurs dont vous parlez, Traverse? Mais semblez bien mal informé. Traverse parut quelque peu interloqué et préféra se tourner vers Ron. Qui est votre ami? Je ne le connais pas. Il s'appelle Dragomir Despard, dit Hermione. Il avait décidé que la meilleure couverture pour Ron consistait à apparaître comme un étranger au nom imaginaire. Il parle très mal l'anglais, mais c'est un sympathisant du Seigneur des Ténèbres. Il est venu de Transylvanie, pour voir notre nouveau régime. Vraiment, heureux de faire votre connaissance, Dragomir. Très enchanté, répondit Ron en tendant la main. Traverse lui présenta 2 doigts et serra négligement la main de Ron, comme s'il avait peur de se salir. Alors, qu'est-ce qui vous amène si tôt sur le chemin de Traverse, vous et votre ami sympathisant? Demanda Traverse. Je dois aller chez Gringotts, répondit Hermione. Moi aussi, hélas, dit Traverse. L'or, cet or exécrable. On ne peut pas vivre sans lui. Mais j'avoue que je déplore la nécessité d'avoir à fréquenter nos amis au long doigt. Harry sentit les mains de Gripsec lui serrer brièvement le cou. Voulez-vous que nous y allions, ensemble, proposa Traverse, en faisant un geste pour inviter Hermione à l'accompagner. Hermione n'eut d'autre choix que de marcher à côté de lui, le long de la rue tortueuse et pavée, en direction de la banque Gringotts, qui dressait sa façade d'une blancheur de neige au-dessus des petites boutiques alentour. Ron les suivit d'un pas nonchalant, Harry et Gripsec derrière eux. Il se serait volontiers passé de la compagnie d'un mange-mort trop curieux. Mais le pire était qu'en présence de Traverse, aux côtés de celle qu'il croyait être Bellatrix, Harry ne pouvait plus communiquer avec Hermione ni avec Ron. Un peu trop tôt à son cou, ils arrivèrent au pied de l'escalier en marbre qui menait au grand portail de bronze. Ainsi que Gripsec les avait avertis, les gobelins en livrée habituelle postés de chaque côté de l'entrée avaient été remplacés par 2 sorciers qui tenaient à la main une canne d'or longue et fine. Ah, les sondes de sincérité, soupira Traverse d'un ton théâtral, très rudimentaire mais efficace. Il monta les marches, saluant d'un petit signe de tête à gauche et à droite les 2 sorciers qui brandirent leur canne d'or et lui passèrent sur le corps de la tête aux pieds. Harry savait que les sondes détectaient les sortilèges de camouflage et les objets magiques dissimulés. Conscient de n'avoir que quelques secondes pour agir, Harry pointa la baguette de Draco tour à tour sous chacun des gardes et murmura « Convoco ». Traverse, qui regardait au-delà des portes de bronze le hall de la banque, ne remarqua pas le tressaillement des 2 gardes au moment où les sortilèges les frappèrent. Les longs cheveux noirs d'Hermione ondulèrent derrière elle lorsqu'elle monta les marches. « Un instant, madame, dit l'un des gardes en levant sa sonde. Mais vous venez de le faire, protesta Hermione d'un ton arrogant, impérieux de Bellatrix. Traverse se retourna en haussant les sourcils. Le garde ne savait plus très bien où il en était. Il regarda la fine sonde d'or, puis leva les yeux vers son collègue, qui lui dit d'une voix légèrement éteinte. « Mais oui, tu viens de les fouiller, Marius. » Hermione s'avança d'un pas vif, Ron à côté d'elle, Harry et Gripsec invisibles, trottant derrière eux. Lorsqu'ils franchirent le seuil, Harry jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Les 2 sorciers se grattaient la tête. 2 gobelins se tenaient devant les portes intérieures, en argent celle-ci, sur lequel était gravé le poème promettant un châtiment terrible aux éventuels voleurs. Harry leva la tête et tout à coup, un souvenir le revint en mémoire avec une extraordinaire acuité. Le jour de ses 11 ans, le plus merveilleux anniversaire de sa vie, il s'était trouvé à cet endroit, même en compagnie de Hagrid, dont il entendait encore les paroles. Comme je te l'ai dit, il faudrait être fou pour essayer de voler quelque chose ici. Gringotts lui était alors apparu comme un lieu de merveille, la demeure enchantée d'un trésor qu'il possédait sans l'avoir jamais su, et pas un seul instant, l'idée
ne lui était venu qu'il puisse y revenir un jour comme un voleur. Quelques secondes plus tard, ils avaient pénétré dans la vaste hall de marbre de la banque. Et coucou, merci beaucoup Bruno. Bienvenue à toi. Et bienvenue Christian. Installe-toi bien. Derrière le long comptoir, les gobelins, assis sur le haut des tabourets, servaient les premiers clients de la journée. Yo Oscar, comment ça va? Eh ben pas de soucis, Picard, repose-toi bien. Hermione, Ron et Travers se dirigeaient vers un vieux gobelin qui examinait une grosse pièce d'or à l'aide d'une loupe. Hermione laissa passer Travers devant elle en prétextant qu'elle voulait expliquer à Ron certains détails architecturaux du grand hall. On va y arriver, après c'est compliqué. Bah écoute, fatigué, mais on est là, hein, Scar. J'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Le gobelin jeta de côté la pièce qu'il tenait entre ses doigts et murmura, sans s'adresser à personne en particulier, farfadet. Puis, il salua Travers, qui lui tenait une minuscule clé d'or. Le gobelin alors vérifia l'authenticité et la lui rendit. Hermione s'avança à son tour. Madame Lestrange, s'exclama le gobelin, visiblement surpris. Ça alors, que puis-je faire pour vous? Je voulais descendre dans ma chambre, répondit Hermione. Le vieux gobelin eut comme un mouvement de recul. Harry jeta un coup d'œil derrière lui. Non seulement Travers restait là, en retrait, à la regarder, mais d'autres gobelins avaient levé le nez de leur travail pour observer Hermione. « Vous avez un document d'identité » demanda le gobelin. « D'identité? On ne m'avait encore jamais demandé de document d'identité, répliqua Hermione. « Ils savent, » murmura Gripsec à l'oreille de Harry. « Ils ont dû être avertis qu'il y avait un risque d'imposture. » Votre baguette fera l'affaire, madame, assura le gobelin. Il tendit une main légèrement tremblante et Harry comprit soudain avec horreur que les gobelins de Gringotts étaient au courant du vol de la baguette de Bellatrix. Intervenez maintenant, chuchota Gripsec, le sortilège de l'Imperium. Sous la cape, Harry leva la baguette d'aubépine, la dirigea vers le vieux gobelin et murmura, pour la première fois de sa vie, Impero. Il éprouva une étrange sensation le long du bras, une sorte de fourmillement tiède qui semblait jaillir de son cerveau et parcourir les veines, les tendons, le reliant à la baguette et au sortilège qu'il venait de lancer. Le gobelin prit la baguette magique de Bellatrix, l'examina attentivement, puis déclara « Ah, vous avez fait fabriquer une nouvelle baguette, madame Lestrange. »« Quoi ?» dit Hermione. « Non, non, c'est la mienne. » Une nouvelle baguette, s'étonna Travers, qui s'approcha à nouveau du comptoir. Tous autour des gobelins continuaient d'observer la scène. Mais comment est-ce possible? À quel fabricant vous êtes-vous adressé? Harry réagit sans réfléchir. Il pointa sa baguette sur Travers et murmura une fois de plus. Impero. Ah oui, je vois, dit alors Travers, en regardant la baguette de Bellatrix. Oui, très élégante. Et elle marche bien. J'ai toujours pensé que les baguettes nécessitaient un certain temps de rodage, vous ne croyez pas? Hermione parut abasourdie, mais au grand soulagement de Harry, elle s'adapta sans commentaire à ce bizarre retournement de situation. Derrière le comptoir, le vieux gobelin frappa dans ses mains, et un gobelin plus jeune s'approcha. « Je vais avoir besoin des tintamars, dit-il au jeune gobelin. Celui-ci fila aussitôt, puis revint un instant plus tard avec un sac de cuir apparemment rempli d'objets en métal, à en juger par le tintement qu'on entendait, et le donna à son supérieur. « Parfait, parfait. Si vous voulez bien me suivre, madame Lestrange, reprit le vieux gobelin, je vais vous conduire à votre chambre forte. » Il sauta du tabouret, disparut derrière le comptoir et réapparut, après avoir fait le tour, s'avança vers eux d'un pas joyeux, le contenu de son sac continuant de teinter. Travers à présent se tenait immobile, la bouche grande ouverte. Le regard perplexe que Ron posait sur lui attira l'attention sur cet étrange phénomène. « Pocock, attends,
sortit précipitamment de derrière le comptoir. « Nous avons des instructions, annonça-t-il. Pardonnez-moi, madame, mais nous avons reçu des ordres particuliers concernant la chambre forte de Lestrange. » Il murmura quelques mots d'un ton pressant à l'oreille de Bogog, mais le gobelin, soumis à l'Imperium, l'écarta d'un geste. « Je connais les instructions. Madame Lestrange veut descendre dans sa chambre forte. Très vite, vieux client, par ici, s'il vous plaît. » Accompagné du tintement de son sac, il se hâta vers l'une des portes du hall. Harry jeta un coup d'œil à travers ce qui était toujours figé sur place, l'air anormalement absent, et prit alors une décision. D'un petit coup de baguette, il obligea le mange-mort à venir avec eux. Celui-ci les suivit docilement lorsqu'ils franchirent la porte et pénétrèrent dans le couloir de pierre brute, éclairé par des torches enflammées. « Ça va mal, ils ont des soupçons, dit Harry, après que la porte eut claqué derrière eux. Il ôta sa cape d'invisibilité et Gripsec sauta de ses épaules. Ni Traverse ni Bogog ne manifestèrent la moindre surprise en voyant brusquement apparaître Harry Potter devant eux. « Ils sont aux Imperium », ajouta Harry, en réponse aux interrogations d'Hermione et de Ron, au sujet de Traverse et de Bogog qui restaient là, le visage dépourvu d'expression. « Je crois que j'y suis allé assez fort. Je crois que je n'y suis pas allé assez fort, pardon, je ne sais pas. » Un autre souvenir ressurgit alors dans sa mémoire, celui de la véritable Bellatrix Lestrange hurlant de ses oreilles. La première fois qu'il avait décidé de jeter un sortilège impardonnable. Il faut vraiment le vouloir, la souffrance de l'hôte Potter. Qu'est-ce qu'on fait là? On essaye de sortir maintenant, pendant qu'on peut encore. Si on le peut vraiment, dit Hermione en jetant un coup d'œil à travers la porte du hall. Nous sommes arrivés jusqu'ici, on continue, décida Harry. Très bien, approuva Gripsec. Dans ce cas, nous avons besoin de Bogog pour conduire le wagonnet. Je n'ai plus l'autorité nécessaire. Mais il n'y aura pas assez de place pour emmener le sorcier. Harry dirigea à nouveau sa baguette vers Traverse. Impero. Le sorcier tourna et avança d'un pas vif le long du paysage. « Qu'est-ce que tu lui as dit de faire? Je l'envoie se cacher, répondit Harry. Sa baguette pointait à présent sur Bogog. Celui-ci siffla pour appeler un wagonnet, qui surgit de l'obscurité en roulant vers eux sur les rails. Lorsqu'ils grimpèrent à bord, Bogog et Gripsec à l'avant, Harry, Ron et Hermione serrés à l'arrière. Harry aurait juré entendre des cris derrière eux, dans le grand hall. « Et merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, installe-toi bien, le Mini-Yuki. » Avec une violente secousse, le wagonnet se mit en route et prit de la vitesse. Ils passèrent en trombe devant Traverse qui se tortillait pour essayer de se cacher dans une anfractuosité du mur. Puis, le wagonnet se mit à tourner effrayé dans le labyrinthe des tunnels, entraîné par la pente des rails. Dans le vacarme des roues métalliques, Harry ne pouvait plus rien entendre. Ses cheveux volaient derrière lui, tandis qu'il zigzaguait entre les stalactites, toujours plus loin dans les profondeurs de la terre. Il ne cessait cependant de jeter des regards par-dessus son épaule. C'était comme s'ils avaient laissé d'énormes empreintes sur leur passage. Plus il y pensait, plus il lui semblait absurde d'avoir déguisé Hermione en Bellatrix et d'avoir apporté sa baguette alors que les Mange-Morts savaient pertinemment qu'on le lui avait volé. Jamais Harry n'était descendu aussi loin lors de ses précédentes visites chez Gringotts. Au détour d'un virage en épingle à cheveux qu'ils avaient pris à toute allure, ils virent, à quelques mètres devant eux, une chute d'eau qui s'abattait sur les rails. Harry entendit Gripsec hurler non, mais il n'y avait pas de frein et ils foncèrent à travers la cascade. Les yeux et la bouche de Harry se remplirent d'eau. Il ne voyait plus rien, n'arrivait plus à respirer. Puis, dans une terrible embardée, ils furent tous éjectés du wagonnet qui s'était renversé. Harry l'entendit se fracasser contre la paroi du tunnel. Au même moment, Hermione cria quelque chose de sa voix perçante, et il se sentit tomber sur le sol en vol plané.
douceur sur le sol rocheux. Sortilège de cousinage, balbutina Hermione que Ron était à se relever. Harry s'aperçut alors avec horreur qu'elle n'avait plus l'apparence de Bellatrix. Trempée de la tête aux pieds, elle était redevenue elle-même et flottait dans sa robe désormais trop grande. Ron avait de nouveau des cheveux roux et sa barbe avait disparu. Tous deux s'en rendirent compte lorsqu'ils se regardèrent l'un l'autre en se passant les mains sur le visage. La cascade des voleurs, s'exprima Grimsec. Il se remit péniblement sur pied et jeta un coup d'œil vers le déluge qui tombait sur les rails. Harry savait maintenant qu'il n'était pas seulement constitué d'eau. La cascade efface tous les enchantements, tous les camouflages magiques. Ils savent que des imposteurs ont pénétré dans Gringotts et ils ont déclenché les défenses contre nous. Et coucou Anna, comment ça va? L'ambiance ici en est. Mais j'avoue, Yuki, y a pas de Pokémon, c'est bizarre. Ah bah super, ça remet la vie bien. Hermione vérifie que le sac de perles était toujours là, et lui-même plongea précipitamment la main dans la poche de son blouson pour s'assurer qu'il n'avait pas perdu la cape d'invisibilité. Il se tourna alors vers Pogrog qui hochait la tête d'un air ahuri. La cascade des voleurs semblait avoir levé le sortilège de l'Imperium. Ah ok, pas de soucis, t'inquiète. Et pourtant je l'ai mis à peu près à la même hauteur que les autres. Hein. Mais ouais, je sais pas. Je le baisserai un petit peu du coup. Et bonjour. Pardon. Nous avons besoin de lui, dit Grimsec. Nous ne pouvons pénétrer dans le code. Nous avons aussi besoin des tintamars. Impero, répéta. Sa voix résonna dans le tunnel de pierre et une sensation enivrante de puissance le parcourut à nouveau depuis son cerveau jusqu'à sa baguette. Cette fois encore, Pogrog se soumit à sa volonté. Son expression perplexe se transforma en une indifférence polie lorsque Ron se précipita pour lui prendre le sac en cuir qui contenait les outils métalliques. « Harry, je crois que quelqu'un vient » s'exclama Hermione. Elle pointa sa baguette sur la cascade et s'écria « Protego !» Ils virent le charme du bouclier jaillir dans le tunnel et interrompre le flot de la chute d'eau ensorcelée. « Bien joué, dit Harry. Montrez-nous le chemin, Grimsec. Comment allons-nous sortir d'ici demanda Ron, alors qu'il se hâtait de suivre le gobelin dans le passage obscur. Pogrog halta derrière eux comme un vieux chien. On s'en inquiétera, tant utile, répliqua Harry. Il tendit l'oreille et il lui sembla entendre à proximité un mouvement accompagné de cliquetis. Grimsec, c'est encore long. Pas très loin. Harry avait tourné à l'angle d'un mur et ils virent la chose à laquelle Harry s'était préparé et qui les arrêta net. Devant eux, un dragon gigantesque était attaché au sol, interdisant l'accès aux 4 ou 5 chambres fortes les plus profondes de la banque. Au cours de sa longue incarcération sous terre, les écailles de la bête étaient devenues pâles et friables par endroits. Ses yeux, d'un rose laiteux, ses 2 pattes de derrière portaient de lourds anneaux munis de chaînes qui les reliaient à d'énormes pitons profondément enfoncés dans la pierre. Ses grandes ailes hérissées de piquants, repliées contre son corps, auraient rempli toute la taverne s'il les avait déployées, et lorsqu'il tourna vers eux son horrible tête, il poussa d'un rugissement à faire trembler la roche, ouvrit la gueule et cracha un jet de feu, les obligeant à rebrousser chemin à toutes jambes. Il est partiellement aveugle, halta Grimsec, mais ça ne le rend que plus féroce. Nous avons cependant un moyen de le contrôler et laisser ce qu'il attend. Quand résonnent les tintamars, tenez-les-moi. Ron tendit le sac à Grimsec et le gobelin en sortit plusieurs petits instruments de métal qui, lorsqu'il les remua, produisaient un vacarme retentissant, tels des marteaux frappant des enclumes miniatures. Grimsec en distribua un à chacun et
ressentir une douleur lorsqu'il entend ce bruit. Il va reculer, et Bogrog devra appuyer la paume de sa main contre la porte de la chambre forte. Ils tournèrent à nouveau à l'angle du mur, en secouant les tintamarres. Le bruit résonna dans les parois rocheuses, considérablement amplifié, que sentir sa tête vibrer de l'intérieur. Le dragon laissa échapper un nouveau rugissement rauque, puis battit en retraite. Harry le voyait trembler, et lorsqu'ils s'approchèrent, il remarqua au travers de son museau les cicatrices des coups cruels qui lui avaient été infligés. Il devina qu'on lui avait appris à craindre les épées brûlantes chaque fois qu'il entendait le son des tintamarres. Obligez-le à appuyer sa main contre la porte, lança Gripsec à Harry d'un ton pressant. Harry tourna à nouveau sa baguette vers Bogrog. Le vieux gobelin obéit, plaquant sa paume contre le panneau de la porte de la chambre forte, fondit littéralement pour révéler une sorte de grotte remplie du sol au plafond de pièces et de coupes d'or, d'armures en argent, de peaux étranges, certains dotés de piquants, d'autres d'ailes devenues flasques, des potions conservées dans des flacons ouvragés, ou une tête de mort encore coiffée d'une couronne. Il faut chercher vite, dit Harry. Tous se précipitèrent à l'intérieur. Ils avaient décrit à Ron et à Hermione la coupe de pouf souffle, mais si c'était un Horcrux inconnu qui se trouvait ici, ils ne savaient pas à quoi il pouvait ressembler. À peine eut-il jeté le temps de jeter un regard circulaire qu'un bruit sourd retentit derrière eux. La porte était réapparue, les enfermant dans la chambre forte où ils furent plongés dans une totale obscurité. Ce n'est pas grave, Bogrog pourra nous libérer, assura Gripsec, en entendant Ron pousser un cri de surprise. Vous pouvez allumer vos baguettes, n'est-ce pas? Dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Lumos. Harry dirigea sa baguette tout autour de la chambre forte. Son rayon lumineux tomba dans les joyaux étincelants et il vit la fausse épée de Gryffondor posée sur une haute étagère parmi un enchevêtrement de chêne. Ron et Hermione avaient également allumé leurs baguettes et examinaient les objets entassés autour d'eux. Harry, est-ce que ça ne serait pas... Hermione avait laissé échapper un cri de douleur et Harry tourna sa baguette vers elle juste à temps pour voir une petite coupe à bois ornementée lui échapper des mains. Mais lorsqu'elle tomba, elle se fendit et se transforma en une pluie d'autres coupes. Une seconde plus tard, dans un grand fracas métallique, le sol fut changé de coupes identiques qui repoussaient dans tous sens, l'objet d'origine devenant impossible à reconnaître. Elle m'a brûlé, gémit Hermione, qui suçait ses doigts couverts de cloques. Ils ont ajouté des maléfices de Gémino et de flagrance, s'exclama Gripsec. Tout ce que vous touchez va vous brûler et se multiplier, mais les copies n'ont aucune valeur. Si vous continuez à prendre ces trésors entre vos mains, vous finirez par mourir écrasé sous le poids de l'or, qui n'aura cessé de se reproduire. Ok, ne touchez à rien, lança Harry affolé. Mais au même moment, poussa involontairement du pied l'une des coupes tombées par terre et une vingtaine d'autres jaillirent aussitôt dans une explosion. Ron sautillant sur place, une partie de sa chaussure brûlée par le coup avec le métal incandescent. Tiens-toi tranquille et ne bouge pas, dit Hermione, qui lui avait saisi le bras. Contentez-vous de regarder, recommanda Harry. Souvenez-vous, c'est une petite coupe en or avec un blaireau gravé dessus et 2 anses. Sinon, essayez de repérer quelque part le symbole de cerf d'aigle, un aigle. Ils pointèrent leurs baguettes dans tous les recoins, tournant sur eux-mêmes avec la plus grande prudence. Il était impossible de ne pas effleurer quelque chose, et Harry fit tomber d'une cascade de faux galions qui rejoignirent les coupes. À présent, ils avaient à peine la place de mettre leurs pieds, et l'or luisant flamboyait de chaleur, transformant la chambre forte en fournaise. La baguette de Harry éclaira des rangées d'étagères qui montaient jusqu'au plafond, et sur lesquelles s'alignaient des boucliers
et des casques fabriqués par des gobelins. Il leva de plus en plus haut le rayon lumineux, et soudain, il aperçut un objet. Son cœur se serra, sa main se mit à trembler et il s'écria « Elle est là, là-haut !» Ron et Hermione pointèrent tour à tour leurs baguettes, et une petite coupe d'or étincela sous le fait des 3 rayons conjugués. C'était la coupe qui avait appartenu à Helga Poufsouffle, puis était passée entre les mains de Hepzibah Smith jusqu'à Tom Jedusor. « Et comment on va s'y prendre là-haut sans toucher à rien ?» demanda Ron. « Action coupe !» s'écria Hermione qui avait oublié, dans sa tentative désespérée, ce que Gripsec lui avait dit au cours de leurs préparatifs. « Inutile, inutile !» gronda le gobelin. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» répliqua Harry, en le regardant d'un œil mauvais. « Si vous voulez l'épée Gripsec, il faudra nous aider à... Attendez, est-ce que je peux toucher les objets avec l'épée ? Hermione, donne-la-moi. » Hermione glissa la main sous sa robe et en sortit le sac en perles, dans lequel elle fouilla quelques instants, avant d'en retirer l'épée resplendissante. Harry saisit la poignée incrustée de rubis et posa la pointe de la lame contre une aiguillère d'argent, qui ne se multiplia pas. Si j'arrivais à passer la lame à travers une anse, mais comment faire pour monter là-haut? L'étagère sur laquelle se trouvait la coupe était hors de leur portée, même pour Ron qui était le plus grand de tous. Des ondes de chaleur s'élevaient du trésor ensorcelé, et Harry sentit la sueur couler sur son visage et le long de son dos, pendant qu'il essayait de trouver un moyen d'accéder à la coupe. Il entendit alors le dragon rugir devant la porte forte, devant la chambre haute, et des bruits métalliques se rapprocher. Ils s'étaient bel et bien pris au piège. On ne pouvait s'échapper que par la porte, et une horde de gobelins semblait s'avancer vers eux. Lorsqu'il jeta un regard à Ron et Hermione, Harry vit la terreur sur leur visage. « Hermione, dit-il, alors que le bruit métallique devenait de plus en plus sonore, « il faut que je monte là-haut. Nous devons nous en débarrasser. » Elle pointa sa baguette sur lui et murmura « Lévicorpus !» Hissé dans les airs par les chevilles, Harry heurta d'une armure, et une réplique en jaillit aussitôt, tel des corps chauffés au rouge, remplissant la chambre déjà surchargée. Avec des cris de douleur, Ron, Hermione et les 2 gobelins furent projetés sur d'autres objets qui se mirent à leur tour à se multiplier. À moitié ensevelis sous un flot de richesses incandescents, ils se débattirent poussèrent des hurlements, pendant que Harry passait l'épée à travers une anse de la coupe de Poufsouffle, l'accrochant à la main. « Imprevious !» cria Hermione, qui tentait de protéger les gobelins, Ron et elle du même métal brûlant. Entendant un hurlement pire que les autres, Harry baissa les yeux. Ron et Hermione étaient enfoncés jusqu'à la taille dans les trésors qui se multipliaient, et ils luttaient pour essayer d'empêcher Bogrog d'être submergé par cette marée montante. Gripsec, lui, avait sombré, et seul le bout de ses doigts fins restait encore visible. Harry saisit la main de Gripsec et le souleva. Le gobelin, la peau couverte de cloques, émergea peu à peu hurlant. « Liberacorpus !» s'écria Harry. Dans un grand vacarme, Gripsec et lui retombèrent sur une masse croissante d'objets précieux, et l'épée sauta des mains de Harry. « Attrapez-la !» vociféra-t-il, combattant la douleur infligée par le métal brûlant, alors que Gripsec grimpait à nouveau sur ses épaules pour éviter l'amas grandissant d'objets chauffés au rouge. Où est l'épée? Coupe y est accrochée. De l'autre côté de la porte, les bruits métalliques devenaient assourdissants. Il était trop tard. Là! Ce fut Gripsec qui la vit en premier, et ce fut lui qui plongea aussitôt. Harry comprit à cet instant que le gobelin n'avait jamais eu confiance en eux. Fermement accroché d'une main à une poignée de cheveux de Harry pour ne pas tomber dans la marée d'or embrassée, Gripsec saisit l'épée et la leva le plus haut possible en la maintenant hors de portée. La minuscule coupe d'or embrochée sur la lame par son anse fut projetée en l'air. Mais putain les poulets! Le gobelin toujours à califourchon sur ses épaules, Harry se précipita et l'attrapa. Malgré la brûlure qu'il ressentait dans sa chair, il ne la lâcha pas.
lorsque d'innombrables coupes de pouf-souffle jaillirent de son poing, retombant en pluie sur sa tête. Au même moment, la porte se rouvrit et il glissa dans une chute incontrôlable sous l'avalanche d'or et d'argent enflammée qui les emporta. Ron, Hermione et lui à l'extérieur de la chambre forte. À peine conscient de la douleur provoquée par la brûlure qui lui couvrait le corps et toujours porté à que des trésors inlassablement multipliés, Harry fourra la coupe dans sa poche et tendit la main pour récupérer l'épée. Mais Gripsec avait disparu. Dès qu'il l'avait pu, il s'était laissé tomber des épaules de Harry et avait couru se mettre à l'abri. Parmi les gobelins qui les entouraient de toutes parts, l'épée à la main, il criait « Des voleurs, à l'aide des voleurs !» Il se fondit dans la foule qui avançait. Les gobelins, armés chacun d'un poignard, l'accueillirent parmi eux sans se poser de questions. Glissant sur le métal toujours aussi brûlant, Harry se débattit pour se remettre debout et comprit que le seul moyen de s'échapper était de se ruer en avant. Stupéfixe, beugla-t-il. Ron et Hermione se joignirent à lui. Des jets de lumière rouge jaillirent de leurs baguettes, et plusieurs gobelins furent jetés à terre. Mais les autres continuaient d'avancer, et Harry vit des gardes sorciers surgir à l'angle du couloir en courant vers. Le dragon, attaché, poussa un rugissement et des flammes volèrent au-dessus des gobelins. Les sorciers prirent la fuite, courbés en deux, rebroussant chemin le long du couloir. Une inspiration, ou plutôt une folie, traversa alors la tête de Harry. Sa baguette pointée sur les lourds anneaux qui enchaînaient la bête au sol, il s'écria « La place casse !» Les anneaux s'ouvrirent aussitôt avec un bang sonore. « Par ici !» hurla Harry, lançant toujours des sortilèges de stupéfaction sur les gobelins qui ne cessaient de se rapprocher. Il se précipita vers le dragon aveugle. « Harry, qu'est-ce que tu fais ?» s'exclama Hermione. « Dépêche-toi, monte, viens !» Le dragon ne s'était pas aperçu qu'il était libre. Le pied de Harry trouva le creux de sa patte arrière et il grimpa sur son dos. Les écailles de la créature étaient dures comme de l'acier. Elle ne semblait même pas sentir sa présence. Il tendit le bras. Hermione se hissa à son tour. Ron monta derrière elle, et un instant plus tard, le dragon comprit enfin que ses chaînes ne le retenaient plus. Dans un nouveau rugissement, il se cabra. Harry serra les genoux, s'accrochant aussi fermement que possible à ses écailles de bord pointus, tandis que les ailes de la créature s'écartaient, renversant comme des quilles les gobelins hurlant de terreur. Le dragon s'éleva alors dans les airs. Harry et Hermione, à plat ventre sur son dos, frôlèrent le plafond lorsqu'il plongea à l'entrée du passage, pendant que les gobelins lançaient à sa poursuite, lui jetant des poings qui rebondissaient sur ses flancs. « On n'arrivera jamais à sortir d'ici, il est trop grand !» hurla Hermione. Mais le dragon ouvrit largement la gueule et cracha à nouveau des jets de flammes, calcinant le tunnel dont le sol et les parois craquèrent puis s'écroulèrent. Par sa seule force physique, la bête se fraya un chemin à coups de griffes. Harry avait fermé étroitement ses paupières pour se protéger de la chaleur et de la poussière. Assourdi par l'effondrement de la roche et les rugissements du dragon, il ne put que se cramponner à ses écailles, s'attendant à tout moment à être précipité à terre. Soudain, il entendit Hermione crier « Des Voltio !» Elle aidait le dragon à élargir le passage, découpant le plafond, pendant qu'il s'efforçait de remonter vers une atmosphère moins confinée, loin des gobelins qui ne cessaient de hurler. Harry et Ron l'imitèrent, creusant les parois avec de nombreux sortilèges de terrassement. Ils passèrent à côté du lac souterrain, et l'énorme bête grondante parut sentir devant elle l'espace et la liberté. Derrière eux, la queue hérissée de la créature donnait des coups violents de tous les côtés, répandant sur son sillage de gros morceaux de roche et de gigantesques stalactites brisées. Le vacarme des gobelins semblait de plus en plus étouffé alors que, devant, le feu qui jaillissait de la gueule béante dégageait
dégager la voie. Enfin, par la force combinée de leur sortilège et de la puissance brutale du dragon, ils surgirent du couloir et se retrouvèrent dans le hall de marbre. Gobelins et sorciers poussèrent des hurlements et coururent se mettre à l'abri. Le dragon avait à présent la place de déployer ses ailes, sa tête cornue, tournée vers l'air frais qu'il sentait au dehors, et il décolla. Harry, Ron et Hermione toujours cramponnaient à son dos, puis força les portes de métal, se laissant derrière lui que les panneaux tordus qui penchaient sur leur cou. Il sortit en vacillant sur le chemin de traverse et s'élança alors vers le ciel. Et voilà, on a terminé le premier chapitre du coup. On va faire une petite... vous voulez faire quoi? Un petit combat de boss ou une battle royale? Dites-moi. Mais pourquoi Alpha il est coincé là? Ah non, il est pas coincé, ok. J'ai rien dit. J'ai rien dit, il est pas coincé. Là j'ai étendu, il me fait un gros dodo. Hein. Bah, du coup si vous décidez pas, c'est moi qui vais décider. Hein. Bon, on va partir sur un petit combat de boss, comme ça je peux continuer à lire en même temps. Comme ça on fera la battle royale à la fin si il reste du monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Let's go. Oh là là, c'est un boss d'Halloween incroyable. Du coup, il faut... Alors attendez. On fait comme ça. Et après, je sais pas s'il faut mettre les petits machins. Allez. On va partir là-dessus. Hop. C'est pas celui-là, c'est merde. Il est où? Est-ce que ça marche si on fait ça? Je sais pas. Il n'y a pas de réponse. On verra bien. Allez, chapitre 27, la dernière cachette. Il n'existait aucun moyen de diriger le dragon. Il ne pouvait voir où il allait, et Harry savait qu'il prenait un virage brusque ou se penchait un peu trop. Il ne parviendrait pas à s'agripper plus longtemps à son large dos. Pourtant, alors qu'il montait de plus en plus haut, Londres s'étalant en dessous d'eux, telle une carte routière grillée vert. Harry éprouvait surtout un sentiment de gratitude à l'idée d'avoir réussi une évasion qui leur avait paru impossible. Accroupi sur le cou de la bête, il se cramponnait aux écailles métalliques et la brise fraîche soulageait sa peau brûlée pour souffler. Les ailes du dragon battant l'air comme un moulin à vent. Derrière lui, il ne savait si c'était dû à la joie ou à la terreur. Ron ne cessait de jurer de toute la force de ses poumons, et Hermione semblait sangloter. Au bout de 5 minutes environ, les craintes de Harry s'atténuèrent. Apparemment, le dragon n'avait pas l'intention de les précipiter dans le vide. Il paraissait surtout décidé à s'éloigner le plus possible de sa prison souterraine. La question de savoir quand et où ils pourraient descendre de leur monture restait cependant préoccupante. Harry ignorait quelle distance les dragons pouvaient parcourir en vol avant d'être obligés d'atterrir. Il ne savait pas non plus si celui-ci, qui voyait à peine, serait capable de trouver un endroit où se poser. Il regardait constamment autour de lui, s'imaginant que sa cicatrice avait recommencé à le picoter. Combien de temps se passerait-il avant que Voldemort apprenne qu'ils avaient pénétré dans la chambre forte de Lestrange? À quel moment les gobelins préviendraient-ils Bellatrix? Quand allaient-ils identifier l'objet qu'ils avaient emporté? Et lorsqu'ils découvriraient qu'il s'agissait de la coupe d'or, Voldemort saurait enfin qu'ils étaient partis à la chasse aux Horcruxes. Le dragon semblait avide de respirer un air plus frais, plus froid. Il s'éleva régulièrement jusqu'à ce qu'il traverse des voûtes de nuages glacés et que Harry ne parvienne plus à distinguer les petits points colorés qui représentaient les voitures dont le flot se déversait tout au sens autour de la capitale. Ils continuèrent de voler au-dessus de la campagne morcelée de taches vertes
Au-dessus des routes, des rivières qui serpentaient dans le paysage comme des morses de ruban mat et brillant. Eh mais on est en train de se faire laminer par le boss là. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qu'il cherche? Cria Ron, tandis qu'elle s'éloignait de plus en plus vers le nord. Aucune idée, répondit Harry, obligé de crier lui aussi. Ses mains étaient transies par le froid, mais il n'osa pas changer de position. Il s'était demandé pendant un moment ce qu'il ferait s'il voyait la côte apparaître, si le dragon se dirigeait vers la pleine mer. Harry était glacé, engourdi, sans parler de la faim et de la soif qui le tenaillait. Quand songea-t-il la bête elle-même avait-elle pris son dernier repas? Bientôt, elle aurait sûrement besoin de se sustenter. Que se passerait-il alors si elle s'apercevait tout à coup que 3 humains parfaitement comestibles étaient assis sur son dos? Le soleil descendit plus bas dans le ciel qui se teintait à présent d'une couleur indigo. Le dragon continuait de voler, villes et villages se succédant au-dessous d'eux. Son ombre immense glissant de la surface de la terre à la manière d'un gros nuage noir. Harry avait mal partout, crispé par l'effort qu'il devait faire pour rester agrippé à la créature. « Est-ce mon imagination ?» cria Ron, après une très longue plage de silence. « Ou est-ce qu'on perd de l'altitude ?» Harry baissa les yeux et vit les lacs et les montagnes d'avers foncé qui prenaient une teinte cuivrée sous le soleil couchant. Le paysage semblait grandir. Harry, perché au-dessus du flanc du dragon, en voyait mieux les détails et se demanda si la créature avait deviné la présence d'eau fraîche grâce au reflet du soleil qui parsemait sa surface. De plus en plus bas, le dragon descendait dans une vaste spirale visant apparemment l'un des plus petits lacs. Dès qu'on sera suffisamment près, on saute, cria Harry par-dessus son épaule. Droit dans l'eau avant qu'elle s'aperçoive qu'on est là. Les 2 autres approuvèrent. Hermione d'une voix un peu éteinte. Harry voyait à présent le large ventre jaunâtre du dragon se refléter dans l'eau ridée du lac. Maintenant, il glissa du flanc de la créature et se laissa tomber, les pieds en avant. La chute fut plus longue qu'il ne l'avait prévu, et il heurta l'eau violemment, plongeant comme une pierre dans un monde glacé, verdâtre et peuplé de roseaux. D'un coup de pied, il remonta vers la surface et émergea à l'air libre, haletant. Il vit alors d'énormes ondulations se propager en cercles concentriques depuis l'endroit où Ron et Hermione avaient atterri. Manifestement, le dragon n'avait rien remarqué. Il était déjà à une 15aine de mètres, volant au-dessus du lac, et se désaltérait en trempant dans l'eau son museau palavré, pendant que Ron et Hermione émergeaient à leur tour des profondeurs. Suffocant et crachotant, le dragon poursuivit sa course à grands battements d'ailes et se posa enfin sur un rivage lointain. Harry, Ron et Hermione se dirigèrent vers la rive opposée. Le lac semblait peu profond, et bientôt, ils s'aperçurent qu'il s'agissait beaucoup plus de patauger dans la boue et les roseaux que de nager. Trempés, plantants, épuisés, ils finirent par regagner la terre ferme et s'effondrèrent dans l'herbe. Hermione, tout sautant et frissonnant, resta étendue par terre à bout de force. Bien que Harry se fût volontiers endormi sur place, il se releva péniblement, sortit sa baguette et jeta autour d'eux les habituels sortilèges de protection. Lorsqu'il eut terminé, il rejoignit les autres. C'était la première fois qu'il les regardait vraiment depuis leur évasion de la chambre forte. Tous deux avaient de brûlures rougeâtres à vif sur le visage, les bras, et leurs vêtements étaient troués. Avec une grimace, ils appliquèrent de l'essence de dictame sur leurs nombreuses plaies. Hermione tendit le flacon à Harry et sortit 3 bouteilles de jus de citrouille qu'elle avait emportées de la chaumière au coquillage, ainsi que des robes propres et sèches pour chacun d'eux. Ils se changèrent et burent le jus de citrouille à grands traits.
où on a vaincu le boss. L'aspect positif, dit enfin Ron, qui s'était assis par terre et regardait la peau de ses mains se reconstituer, c'est qu'on a réussi à trouver leur crux. L'aspect négatif, c'est qu'on n'a plus l'épée, acheva Harry, les dents serrées. Il laissait tomber des gouttes de dictame sur une brûlure à vif qui apparaissait d'un trou dans son jean. Plus d'épée, répéta Ron, cet ignoble petit traître. Harry sortit leur crux de sa poche, de la poche de son blouson, de son blouson mouillé qu'il venait d'enlever et le posa sur l'herbe. Devant eux, la coupe étincelante au soleil attirait leur regard tandis qu'ils vidaient leur bouteille de jus de citrouille. Au moins, on ne peut pas la porter sur nous cette fois. On aurait l'air un peu bizarre avec ça accroché autour du cou, fit remarquer Ron, en s'essuyant la bouche d'un revers de main. Hermione observa la rive opposée du lac où le dragon était toujours en train de boire. « Qu'est-ce qui va lui arriver ?» demanda-t-elle. « Vous croyez qu'il va s'en sortir ?»« On croirait entendre Hagrid, répliqua Ron. C'est un dragon, Hermione, et il peut se débrouiller tout seul. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour nous. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Eh bien, je ne sais pas comment t'annoncer la nouvelle, répondit Ron, mais il se peut qu'ils aient remarqué qu'on était entré chez Gringotts par effraction. » Tous trois éclatèrent de rire, un rire difficile à contrôler une fois qu'ils avaient commencé. Les côtes de Harry lui faisaient mal, la faim lui tenait le tournis, mais il resta allongé dans l'herbe, sous le ciel rougeoyant, à rire jusqu'à en avoir la gorge irritée. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» dit Hermione, qui s'efforçait à travers ses hoquets de retrouver son sérieux. « Il va savoir maintenant, non? Vous savez qui va savoir qu'on est au courant des Horcruxes. »« Peut-être qu'ils auront trop peur pour le lui dire, suggéra Ron avec espoir. Ils voudront étouffer l'affaire. » Le ciel, l'odeur du lac, le son de la voix de Ron, tout s'éteignit soudain. La douleur fendit en deux la tête de Harry comme un coup d'épée. Il se trouvait à présent dans une pièce mal éclairée, face à des sorciers réunis en demi-cercle, une petite silhouette flageotante agenouillée sur le sol. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» Il avait une voix aiguë, glacée, mais la peur et la fureur brûlaient en lui. La seule chose qu'il avait redoutée, mais ce ne pouvait pas être vrai. Il ne voyait pas comment. Le gobelin tremblait, incapable de croiser le regard des yeux rouges, loin au-dessus des siens. « Répète, » murmura Voldemort. « Répète. »« Maître, » balbutina le gobelin, aux yeux noirs écarquillés de terreur. « Maître, nous avons essayé de les arrêter. Des imposteurs, maître. Ils sont entrés dans la chambre de Lestrange. » Des imposteurs, quels imposteurs? Je croyais que Gringotts avait des moyens de démasquer les imposteurs. Qui étaient-ils? C'était le jeune Potter et deux complices. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Interrogea-t-il d'une voix plus aiguë, saisi d'une peur terrible. Dis-moi, qu'ont-ils pris? Une petite coupe en or, maître. Le hurlement de rage, de dénégation sortit de lui, comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait poussé. Il fut pris de folie, de démence. Il ne pouvait pas être vrai, c'était impossible. Personne n'avait jamais su comment ce garçon aurait-il pu découvrir son secret. La baguette de sureau siffla dans l'air et une lumière verte explosa dans la pièce. Le gobelin agenouillé roula à terre, mort, et les sorciers prirent la fuite, terrifiés. Bellatrix et Lucius Malfoy bousculaient tout le monde sur leur passage, dans leur course effrénée vers la porte. Sa baguette s'abattit à plusieurs reprises, et ceux qui étaient encore présents furent tous, sans exception, punis d'avoir apporté la nouvelle, de leur avoir annoncé ce qui était arrivé à Gupta. Seul parmi les cadavres, il arpenta la pièce d'un pas furieux, et il fit défiler dans sa tête ses trésors, ses sauvegardes, ses ancrages dans l'immortalité. Le journal intime avait été détruit et la coupe volée. Et si ce garçon connaissait l'existence des autres, pouvait-il savoir,
avait-il déjà agi? Était-il sur leur piste? Dumbledore se trouvait-il à l'origine de tout cela? Dumbledore qui s'était toujours méfié de lui. Dumbledore tué sur son ordre. Dumbledore dont la baguette lui appartenait désormais, et pourtant, par de l'ignominie de la mort, se manifestait à travers ce garçon. Ce garçon. Mais si celui-ci avait réussi à détruire l'un de ses Horcruxes, lui, Lord Voldemort, l'aurait forcément su, et l'aurait senti, n'est-ce pas? Lui, le plus grand de tous, lui, le plus puissant, lui, qui avait supprimé Dumbledore et combien d'autres hommes, sans valeur et sans nom. Comment Lord Voldemort pourrait-il l'ignorer si lui, lui-même, le plus important, celui dont la vie était la plus précieuse, avait été attaqué, mutilé? Il est vrai qu'il n'avait rien ressenti lors de la destruction du journal intime, mais c'était, pensait-il, parce qu'il était privé de corps, étant à l'époque moins qu'un fantôme. Non, les autres étaient sûrement à l'abri, les autres Horcruxes devaient être intacts. Il fallait cependant qu'il sache, qu'il soit sûr. Il continua à faire les 100 pas dans la pièce, écartant d'un coup de pied le corps du gobelin, et les images se brouillèrent, s'enflammèrent dans son cerveau bouillonnant. Le lacre, la masure, et Poudlard. Il avait retrouvé à présent un peu de calme. Sa rage était tempérée. Comment le garçon aurait-il pu savoir qu'il avait dissimulé la bague dans la maison des Gaunts? Personne n'avait jamais su qu'il était apparenté aux Gaunts. Il avait caché ce lien, et on n'avait jamais fait la relation entre les meurtres et lui. La bague était en sécurité. Il n'avait pas lieu de douter. Par ailleurs, comment ce garçon, ou qui que ce soit d'autre, aurait-il pu connaître la caverne ou franchir ses défenses? L'idée qu'on vole le médaillon était absurde. C'était comme pour l'école, lui seul savait dans quel endroit de Poudlard il avait caché l'Horcrux, car lui seul avait exploré les secrets les plus obscurs du château. Et s'il y avait toujours Nagini, qui devait rester près de lui désormais, sous sa protection, ne plus être envoyé en mission ailleurs. Mais pour être sûr, vraiment sûr, il fallait retourner dans chacune de ses cachettes, redoubler les défenses autour de chacune de ses Horcruxes. Une tâche comparable à la quête de la baguette de Suro, une tâche qu'il devait entreprendre seul. Par où commencer? Quel était l'endroit le plus exposé? Un sentiment de malaise déjà ancien remontait en lui. Dumbledore connaissait son deuxième prénom. Il pouvait avoir établi le rapport avec les Gaunts. Leur maison abandonnée était peut-être la moins sûre de ses cachettes. C'était là qu'il devait se rendre en premier. Le lac, impossible à découvrir, bien qu'il existait une faible possibilité que Dumbledore ait eu connaissance de ses méfaits de jeunesse par l'intermédiaire de l'orphelinat. Et Poudlard, mais il savait que son Horcrux y était en sécurité. Potter ne pouvait pénétrer après, sans être repéré. Encore moins entrer dans l'enceinte de l'école. Il serait toutefois prudent de prévenir Rogue que le garçon allait peut-être tenter de s'introduire à l'intérieur du château. Expliquer à Rogue la raison qui pourrait l'emmener à y revenir serait bien sûr idiot. Il avait commis une grave erreur en faisant confiance à Bellatrix et à Malfoy. Leur stupidité et leur négligence ne lui avaient-elles pas prouvé à quel point il était mal biaisé d'accorder sa confiance à qui que ce soit? Il se rendait donc d'abord dans la voiture des Gaunts, et emmènerait Nagini avec lui. Il ne voulait plus se séparer du serpent. Il quitta la pièce, traversa le hall et sortit dans le jardin sombre où la fontaine déployait ses jets d'eau. En fourche-langue, il appela le serpent qui ondula vers lui, telle une ombre longue et sinueuse. Les yeux de Harry se rouvrirent brusquement lorsqu'il s'arracha de sa vision pour revenir à l'instant présent. Il était étendu sur la rive du lac, quand le soleil couchant, sous le regard de Ron et d'Hermione. À en juger par leur expression inquiète et les élancements continus qu'il ressentait dans sa cicatrice, sa brusque incursion dans l'esprit de Voldemort n'était pas passée inaperçue. Il se redressa
péniblement, parcourut de frissons, vaguement surpris d'avoir la peau encore humide. Et il vit la coupe, apparemment innocente, posée dans l'herbe devant lui. Le lac, d'un bleu profond, était parsemé de reflets dorés du soleil déclinant. Il sait. Sa propre voix lui parut grave et étrange, après les hurlements aigus de Voldemort. Il sait, et il va vérifier les cachettes des autres Horcruxes. Le dernier, il s'était mis debout à présent, se trouve à Poudlard. Je le savais, je le savais. Quoi? Le regardait bouche bée. Hermione se releva sur ses genoux, l'air préoccupé. Qu'est-ce que tu as vu? Comment peux-tu en être sûr? J'étais là au moment où il a appris ce qu'il s'est passé pour la coupe. J'étais dans sa tête, il est... Harry se rappela les meurtres. Il est très en colère, il a peur aussi, et il n'arrive pas à comprendre comment nous avons pu découvrir l'existence des Horcruxes et maintenant. Il veut être certain qu'ils sont bien en sûreté. Il va commencer par la bague, et il pense que le mieux protégé est celui de Poudlard, parce que Rogue est là-bas, et parce qu'il serait trop difficile d'y entrer sans être repéré. Je crois que c'est le dernier qu'il ira vérifier. Mais il se peut quand même qu'il y soit dans quelques heures. As-tu vu où se trouve l'Horcrux de Poudlard? Demanda Ron, en se redressant à son tour. Non. Il songeait surtout à avertir Rogue qu'il ne pensait pas à la cachette. Attendez, attendez, s'écria Hermione, alors que Ron avait déjà ramassé la coupe d'or et que Harry sortait à nouveau la cape d'invisibilité. Nous ne pouvons pas y aller comme ça. Nous n'avons aucun plan. Il faut d'abord... Nous devons partir tout de suite, l'interrompit Harry d'un ton ferme. Il avait espéré pouvoir dormir, impatient de s'installer sous la nouvelle tente, mais ce n'était plus possible. Tu imagines de quoi il est capable quand il s'apercevra que la bague, et le médaillon ont disparu. Qu'est-ce qu'on fera s'il décide que la cachette de Poudlard n'est pas assez sûre et qu'il déplace l'Horcrux? Mais comment va-t-on s'y prendre pour entrer? On s'arrêtera d'abord à Préolard, répondit Harry. Nous essayerons de trouver un moyen quand nous aurons vu le système de protection de l'école. Viens sous la cape, Hermione. Je veux que nous restions ensemble cette fois. Mais on ne tiendra pas à trois. La nuit sera tombée. Personne ne verra nos pieds. Les battements produits par des ailes immenses résonna de l'autre côté de l'eau noire. Le dragon avait bu tout son saoul et s'élevait à présent dans les airs. Ils interrompirent leurs préparatifs pour le regarder monter de plus en plus haut. Sa silhouette devenue noire dans le ciel assombri, jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une montagne. Hermione s'avança alors et se glissa entre les deux autres. Harry déploya la cape en le faisant prendre le plus bas possible, puis, d'un même mouvement, ils pivotèrent sur place et s'enfoncèrent dans l'obscurité oppressante. Et voilà. Et ce sera la suite dimanche. Dimanche prochain, si je suis pas malade, on fera la suite. Oui, pardon, je t'ai réveillé, mon petit étant. Oui, pardon, c'est moi. Fais dodo. C'est bien faire dodo. Là, il me regarde, il est outré. Comment ça, tu m'as réveillé? Où suis-je? Qui suis-je? Je ne sais pas où je suis. Je vous fais un petit Battle Royale. C'est bien que le point d'exclamation. Hop. Et sur ce, et bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis voilà. On va voir qui c'est qui remporte le Battle Royale. Et puis voilà. Sinon on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Pour une suite de comment ça s'appelle? Another Code. Voilà. La suite d'Another Code demain, ça va être bien. Non mais Salam ça dit, il a défoncé Alpha là pratiquement. What the fuck. Aïe aïe aïe. Ah, Alpha est tombé. Ouais, demain sera la suite d'Another Code. Et puis après on verra. Demain on a. Après-demain on a Isadora. Voilà, là ça se joue entre moi et Anna. Incroyable, c'est moi qui ai gagné. Et bon, let's go, on se laisse là-dessus. Je vous fais